Donc, je vais commencer peut-être par dire quelques mots sur la Fédération européenne des cités napoléoniennes, qui est notre matrice, on peut dire, commune, c'est-à-dire qui rassemble une soixantaine de villes dans 13 pays européens différents autour de l'histoire napoléonienne. Nous nous sommes rassemblés pour essayer de conjuguer nos forces pour mettre en valeur notre histoire commune dans l'objectif de développer le tourisme et la culture autour de Napoléon. À partir de 2015, nous avons été donc reconnus comme un itinéraire culturel par le Conseil de l'Europe et donc notre vocation européenne s'est encore confirmée et développée. Et c'est la raison pour laquelle, heu, lors de ce bicentenaire, bientôt dans quelques jours, le 5 mai, nous mettons l'accent sur la dimension européenne de l'œuvre de Napoléon. Et donc nous avons engagé plusieurs actions, qui s'articulent autour de cette perspective. Nous avons par exemple validé une quarantaine de projets dans nos différentes villes, une quarantaine de projets, qui ont trait donc qui sont développés à l'occasion, du bicentenaire, de Napoléon, heu et qui concernent donc, chacune de nos villes européennes. Hem et nous avons donc mis en place, pour la première fois, ce séminaire, ce cycle de conférences que nous avons appelé les rencontres de Destination Napoléon, puisque l'itinéraire culturel s'appelle Destination Napoléon. Donc les rencontres de Destination Napoléon, eh bien, nous les commençons aujourd'hui. Cette année, il y en aura 5 qui vont se succéder. Celle d'aujourd'hui, donc, qui est consacrée à la problématique des reconstitutions, le rôle des reconstitutions dans la transmission du patrimoine de l'Europe napoléonienne. Vous savez que nous avons traversé une période de reconstitution, liée évidemment au déroulement de la carrière de Napoléon depuis 1800 jusqu'à nos jours, donc pendant une quinzaine d'années. Donc on a vu beaucoup de reconstituants, on a eu beaucoup d'images de reconstituants, beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de participer à des reconstitutions. Et donc nous voulons faire le point aujourd'hui sur le rôle de ces reconstitutions dans la transmission de ce patrimoine. Et puis, nous aurons donc dans les jours qui viennent, demain, euh, un débat entre Jacques-Olivier Boudon, qui est président de notre comité scientifique, et moi-même, sur la question du patrimoine napoléonien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste en définitive de l'héritage napoléonien. Et nous avons appelé ce séminaire Entre consensus et dissonance. Vous avez entendu tous que la commémoration du bicentenaire de Napoléon posait des questions, qui sont des questions totalement justifiées. Il n'y a pas de questions iconoclastes en soi, mais encore convient-il de leur apporter les bonnes réponses. Et puis de l'autre côté, nous avons des gens qui, je dirais, sont des farouches défenseurs de l'œuvre napoléonienne. Eh bien, c'est cela dont nous voulons parler demain. Le troisième thème sera articulé autour des musées. Bien entendu, le rôle central des musées dans la transmission du patrimoine, avec l'utilisation des nouvelles technologies. Et donc, nous allons consacrer ce webinaire à transition numérique et utilisation des nouvelles technologies dans les musées, autour de la conception des villes du futur. Ce sera donc le 7 mai, vendredi 7 mai. Lundi prochain, nous aurons un webinaire un peu innovant qui sera consacré aux outils ludiques. La transmission historique, aujourd'hui, ne se fait pas uniquement au travers de l'université, de l'école, mais se fait de plus en plus par les grands médias qui appellent, au fond, le jeu hein, comme motif principal. Le jeu, le plaisir de faire. C'est cela dont nous allons parler. Donc, les outils ludiques au service de la transmission de l'histoire napoléonienne. Et enfin, le 12 mai, nous aurons un débat sur la problématique du tourisme durable, c'est-à-dire comment Destination Napoléon, comment l'activité de nos villes doit s'insérer dans le tourisme durable, le tourisme de l'après-Covid également. Donc ce sont des questions auxquelles nous travaillons beaucoup avec les autres itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé donc à Stefano Dominioni, qui est le secrétaire exécutif des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe,
d'être parmi nous, d'être un intervenant essentiel pour nous apporter au fond cet éclairage et des perspectives à long terme des itinéraires culturels. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, je reviens donc au thème d'aujourd'hui, donc sur les reconstituants dans la transmission du patrimoine de l'Europe napoléonienne. Et donc, je vais commencer par donner la parole à notre ami Jacques-Olivier Boudon, qui est donc professeur d'histoire à la Sorbonne et qui donc est également président de notre comité scientifique. Euh, Si en effet nous pensons que la culture nouvelle, les outils ludiques ont un rôle important à jouer, nous devons aussi être fidèles à l'histoire. Et donc, le rôle de ce comité scientifique est très important. Il est présidé par Jacques-Olivier Boudon et il rassemble une dizaine d'intellectuels, des grands professeurs d'histoire napoléonienne au travers de toute l'Europe. Donc, c'est à lui que je vais donner la parole pour lancer ce débat. Voilà, je vous remercie. Je reprendrai la parole après lui. La reconstitution historique, qui ne naît pas naturellement à la fin du XXe siècle, mais qui a connu un élan que l'épopée napoléonienne a largement contribué à revitaliser. Peut-être un mot historique pour rappeler que les premiers reconstituants, je les appellerai ainsi, je sais que le vocabulaire varie, reconstituant, reconstituteur, reconstitueur, j'utiliserai le terme de reconstituant. Ces reconstituants apparaissent en Europe entre les deux guerres. Mais il faut se souvenir que déjà au XIXe siècle, il y avait des cérémonies, il y avait des manifestations qui associaient non pas des reconstituants, mais de véritables anciens soldats des armées napoléoniennes, voire dans les pays étrangers des armées adverses, puisque des associations d'anciens se sont constituées, que beaucoup de ces hommes avaient conservé leurs uniformes, des armes qu'ils arboraient volontiers lors de ces manifestations. On pense bien sûr à celle du 5 mai, mais aussi, je songe à la reconstitution, au retour des cendres de Napoléon en décembre 1840, où un certain nombre d'anciens viennent à sa rencontre, à la rencontre de son cercueil, donc arborant la Légion d'honneur pour certains, et puis surtout après 1857, la médaille de Sainte-Hélène que les plus anciens vont obtenir. Ces anciens des armées du début du 19e siècle, on les retrouvera encore dans les années 1890. Les derniers survivants ont été pris en photo et ils font en quelque sorte le lien entre les armées elles-mêmes des débuts du 19e siècle et ces associations de reconstituants qui commencent à naître dans l'entre-deux-guerres, mais vont surtout se développer à partir des années 1960-1970 pour connaître leur apogée à l'époque de la commémoration du bicentenaire de l'Empire. Rappelons évidemment que la reconstitution ne concerne pas uniquement Napoléon, que certains de ces reconstituants peuvent tout à fait ces associations de reconstituants commencent à être légionnaires romains dans les arènes de Nîmes, par exemple, ou se muer en poilu de la guerre 14-18, en passant donc par l'époque napoléonienne. L'époque napoléonienne qui, quand même, cristallise un grand nombre de ces personnalités. Alors, le phénomène, d'après les chiffres que j'ai pu constater, je m'appuie ici sur l'étude d'Émile Kern dans Napoléon, 200 ans de légende, un livre paru il y a quelques années que j'avais eu le plaisir de préfacer. Si l'on en croit Émile Kern, ce sont plusieurs milliers de reconstituants que l'on rencontre à travers le monde, 20 000 en Russie, 50 000 aux États-Unis, qui est un des pays qui est sans doute le plus tourné vers la reconstitution, 2 000 en France. 80% de ces reconstituants sont des hommes âgés entre 30 et 50 ans, mais on trouve aussi des femmes et des enfants. Ils sont devenus, ces reconstituants, et sans doute ceux qui nous écoutent y ont même participé, ils sont devenus un des éléments essentiels de toute forme de reconstitution, d'événementiel lié à l'époque napoléonienne. Et on les a vus aussi bien naturellement sur les champs de bataille, sur les grands champs de bataille, au cours de ces 20 dernières années, mais on peut les voir aussi pour des manifestations à caractère plus privé. Je livre un souvenir personnel. L'une des premières émissions de télévision à laquelle j'ai participé,
C'était un débat autour d'un film sur Austerlitz. Sur le plateau télé, il y avait des grognards qui représentaient donc, qui étaient présents pour assister en quelque sorte à cette projection et donner la touche napoléonienne. Et un certain nombre de municipalités, par exemple, ont aussi très largement utilisé l'apport de ces reconstituants au cours des manifestations qu'ils ont organisées. Souvent, ces reconstituants, je dirais même toujours, sont des passionnés d'histoire. Il est très rare de rencontrer des reconstituants qui ne s'intéressent pas à l'histoire. Ils s'y intéressent d'ailleurs à un point tel qu'ils sont souvent très soucieux du détail, probablement davantage, et là aussi je livre un avis personnel, que la plupart des historiens qui, c'est mon cas en particulier, seraient incapables de reconnaître la provenance d'un bouton d'uniforme. Donc des passionnés d'histoire qui, à leur manière, font revivre cette histoire napoléonienne dans toutes ses dimensions, avec naturellement un primat qui est accordé à l'aspect militaire. La plupart, et on voit bien l'intérêt, la fascination qui continue à exister pour l'épopée militaire, la plupart sont en uniforme. Uniforme d'ailleurs plus souvent d'officiers que de simples soldats, s'il y en a, voire d'officiers supérieurs qui se promènent allègrement sur les champs de bataille. Mais on les retrouve également en civil, dans un certain nombre de manifestations qui permettent là aussi de toucher à la vie quotidienne. Naturellement, quand on évoque la reconstitution, on ne peut s'empêcher de repenser à quelques grands événements qui ont marqué les 20 dernières années. Je n'en relèverai que quelques-uns pour mémoire. Cela a commencé, bien entendu, par les commémorations de la première campagne d'Italie, puis d'Égypte. Et puis surtout, c'est avec finalement la bataille d'Austerlitz que l'on voit se déployer les moyens les plus extraordinaires pour mettre en scène cette bataille. 3500 reconstituants venus de tous les pays qui se sont donc affrontés. C'était un 4 décembre, pas exactement à la date anniversaire du 2, mais un 4 parce que le 4 tombait un dimanche, qui se sont affrontés devant un parterre de spectateurs également très important. On peut encore évoquer l'autre grand événement de ces 20 dernières années ou de ces 10 dernières années, la commémoration de Borodino. C'est encore 3000 reconstituants, là encore venus de très nombreux pays, 300 000 spectateurs autour du président Vladimir Poutine. On remarque, côté français, on a négligé en revanche d'être représenté, sauf par quelques personnalités comme Charles Bonaparte ou encore l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, comme si finalement la reconstitution se calquait sur ce qui s'était passé à l'époque napoléonienne, les effectifs vont crescendo. Je m'appuie toujours sur les chiffres fournis par Émile Kern, 6300 reconstituants à la bataille de Leipzig en 2013 et 6000 également à Waterloo. Waterloo qui marque sans doute le point d'aboutissement de ces commémorations. Waterloo qui avait l'habitude de commémorer tous les 2 ans la bataille elle-même, qui en 2015 s'appuyer aussi sur la refonte du dispositif mémoriel à Waterloo, plus exactement à Mont-Saint-Jean, avec la création, l'inauguration du nouveau mémorial. Donc à Waterloo, c'est sur plusieurs jours, tout un week-end, mais avancé 1 ou 2 jours, que se déploient ces 6000 reconstituants, à la fois sur des bivouacs, qui est aussi une des traditions dans ces manifestations, et le bivouac de Waterloo était particulièrement imposant avec cette répartition par nation des présents,
200 000 visiteurs auraient parcouru ce bivouac et assisté pour une partie d'entre eux aux 2 spectacles qui ont été donnés les 18 et 19 juin 2015. Donc, quelques exemples grandioses de manifestations qui ont marqué ces bicentenaires depuis une vingtaine d'années. Mais je le disais, les reconstituants sont partout. Ils ont beaucoup œuvré, en particulier au plan local. Je prendrai ici l'exemple de la France qui m'est le plus connu, mais on le voit à travers les exemples de batailles que j'ai évoquées, c'est vrai partout ailleurs et à travers toute l'Europe. On voit comment ces reconstituants ont participé à l'animation d'une vie locale, les collectivités locales, les associations locales ayant été, en France en particulier, souvent beaucoup plus actives dans la commémoration des événements marquants de la période napoléonienne que n'ont pu l'être les autorités plus haut placées. On sait combien l'État est resté très timide jusqu'à ce jour pour commémorer l'époque napoléonienne. Alors, parmi ces exemples, on peut rappeler le rôle de l'association 1814, par exemple, qui a fait vivre, c'était un rassemblement de cités qui a fait vivre les événements qui s'étaient déroulés au cours de la campagne de 1814. L'association Route Napoléon, également, qui s'inscrit pleinement dans le cadre des itinéraires que défend également Destination Napoléon, a beaucoup fait, là aussi, pour mettre en valeur les reconstituants, notamment lors de la cérémonie, de la manifestation marquant le bicentenaire du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan en 2015. On pourrait aussi citer parmi les initiatives celle d'une ville membre de la Fédération des cités napoléoniennes. Je veux parler de Rueil-Malmaison, qui en 2012 lance un jubilé impérial qui sera réédité en 2014 et 2017, avec une double dimension, la dimension civile, et en particulier le fameux bal impérial, qui est un des clous de cette manifestation, et l'aspect militaire, avec des reconstitutions de revues, de batailles, d'affrontements, et puis aussi des bivouacs qui permettent là aussi de mesurer, comme dans toutes ces manifestations que j'ai évoquées, de mesurer évidemment l'attrait que peuvent avoir ces reconstitutions pour un public de plus en plus large. On a évoqué 200 000 personnes à Waterloo. Les jubilés de Rueil, c'est dès le premier plus de 100 000 personnes et je crois à peu près 150 000 lors du dernier jubilé. C'est considérable. Cela veut dire que viennent voir ces reconstituants des hommes, des femmes, beaucoup d'enfants également, qui ne sont pas forcément férus d'histoire napoléonienne, mais qui découvrent l'histoire napoléonienne à partir de ces reconstitutions et qui découvrent aussi la diversité des approches, puisqu'on peut voir, par exemple, dans ces reconstitutions de bivouac, aussi bien des hommes faire la tambouille, vivre sous la tente, alors ce qui est un peu parce que les soldats, en tout cas de l'armée napoléonienne, pour s'alléger le plus possible, ne logeaient pas dans des tentes quand ils étaient en marche, mais le plus souvent à la Belle Étoile ou au mieux chez l'habitant ou dans des granges. Mais il faut bien tout de même loger ces hommes et ces femmes, et on peut d'ailleurs souligner au passage qu'ils partagent des conditions de vie qui ont souvent été celles des soldats, évidemment avec un amélioré, comme on dirait, dans la mesure où, par exemple, à Austerlitz, en décembre 2005, il faisait très froid, moins 5 degrés, ce qui n'a pas empêché un certain nombre des reconstituants de vivre sous la tente. Et Charles Bonaparte se souvient qu'il y a 2 ans, au château de Motteux, autour d'Yves-Gégaud, les reconstituants avaient particulièrement froid, comme d'ailleurs les visiteurs de ce lieu, froid et ont passé une grande partie de la journée sous la pluie. C'est aussi cela la condition de ces reconstituants qui, donc, pour la plupart, aiment aussi finalement à revivre
les conditions, parfois souvent dures, qui étaient celles des soldats de l'époque napoléonienne. Donc, on le voit, une série de manifestations, et je crois que si on faisait un bilan, après tout, ce serait sans doute quelque chose d'utile que d'avoir un bilan chiffré et une géographie aussi de toutes ces reconstitutions. On s'apercevrait qu'il n'est pas, quasiment pas, d'événements liés à la commémoration de l'époque napoléonienne qui ne s'accompagnent de la présence de reconstituants qui sont donc devenus une part essentielle de la mémoire de cette époque napoléonienne. Et ce qui me frappe, et sur quoi je voudrais insister pour terminer, c'est évidemment le caractère international de ce mouvement de reconstitution, caractère international qui s'accompagne aussi d'une très grande fraternité que l'on observe sur les camps de reconstituants et que l'on observe aussi à travers les réseaux sociaux quand on voit les réseaux se constituer, en particulier autour de Napoléon, de personnes qui viennent de pays très différents. Et je pense que c'est aussi une des grandes leçons que de mesurer cette diversité, de mesurer aussi la façon dont ces associations de reconstituants ont pu, en quelque sorte, développer une forme de fédération autour de la mémoire de Napoléon. Voilà, j'en ai terminé et je laisse donc le débat s'ouvrir autour de ces questions liées à la commémoration et au rôle et à la place des reconstituants dans ces commémorations. Merci à vous. Alors, merci donc au professeur Jacques-Olivier Boudon pour cette introduction, ces propos liminaires, fort intéressants. Alors, je crois qu'il y a parmi nous aujourd'hui des témoins, des gens qui ont directement participé à ces reconstitutions. Et donc, Éléonora, tu as le soin aujourd'hui de modérer le débat. Donc, je te passe la parole pour la répartir entre chacun. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci Charles pour cette introduction, pas seulement à la thématique d'aujourd'hui, mais plus en général au cycle des rencontres des destinations Napoléon, organisées, comme tu l'as rappelé, par la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Donc, c'était avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je vais modérer cette première rencontre qui est consacré au rôle de reconstitution. Le professeur Jacques-Olivier Boudon, président de notre comité scientifique, a déjà donné des pistes de réflexion. Donc aujourd'hui, on veut comprendre comment, à travers les reconstitutions historiques liées à l'histoire napoléonienne, on peut redécouvrir des épisodes de cette histoire. Comment aussi on peut engager un public très varié et différent, des habitants des lieux, l'histoire desquels est liée à l'épopée napoléonienne, jusqu'aux enfants, jusqu'aux visiteurs des sites, des champs de bataille et des villes qui sont intéressés à l'histoire napoléonienne. Et on veut aussi comprendre comment ces reconstitutions nous permettent de transmettre le patrimoine et l'héritage napoléonien, et comment on peut éviter la disneyfication ou la trivialisation de ces patrimoines et de cette histoire. On va comprendre davantage quel est le rôle des bénévoles et des passionnés. On a parmi nous 4 intervenants d'exception qui pratiquent et participent pour des raisons professionnelles, mais aussi et surtout en tant que passionnés de l'histoire et de l'histoire vivante, aux reconstitutions de certains épisodes de l'histoire napoléonienne aux 4 coins de l'Europe. On va en parler avec Antoine Charpagne, Andrea Puleo, Sylvia Coyard et Bagouriou, qui sont liés à des hauts lieux de l'histoire napoléonienne qui font partie de la Fédération européenne des cités napoléoniennes et des destinations Napoléon.
Donc, je trouve très intéressant et peut-être à la fin des interventions, on pourra en reparler, cette question de mesurer l'impact des reconstitutions qui a été lancée par le professeur Boudon, cette dimension transfrontalière et transnationale qui est tout à fait cohérente avec les propos des destinations Napoléon. Donc, pour les publics qui nous suivent sur Facebook, on vous invite à poster vos questions adressées à nos intervenants sur Facebook et à la fin, on pourra les proposer et essayer d'y répondre avec nos intervenants à la fin des présentations. Donc, je voudrais introduire les premiers intervenants. Antoine Charpagne, responsable culturel du mémorial Waterloo 1815. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté. On sait qu'il s'agit d'une période très, très chargée pour vous parce qu'on sait bien que vous êtes co-commissaire de l'exposition qui va ouvrir ses portes après-demain au mémorial. Napoléon de Waterloo à Sainte-Hélène, la naissance de la légende. Vous avez accompagné dans les commissariats de l'expo David de Chanteran. Donc, on comprend bien qu'il y a un poids très, très fort lié à cette expo. Là, vous êtes ici pour partager avec nous l'expérience du mémorial. On sait que vous êtes historien, passionné d'histoire vivante, que vous êtes lié à l'histoire napoléonienne depuis votre jeunesse. On sait bien qu'encore petite, vous étiez entraîné dans l'aventure de la reconstitution historique napoléonienne. Donc, on sait que la reconstitution fait vraiment partie de votre ADN. Donc, on vous laisse la parole. Et merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Eleonora pour ton introduction. Je voudrais déjà commencer par remercier la Fédération chaleureusement de l'organisation de ces webinaires parce que je pense vraiment que ça va faire vivre notre fédération et que ça va vraiment apporter énormément de positif. Donc oui, comme tu l'as dit, la semaine est un petit peu chargée. Enfin, les semaines précédentes ont déjà été un petit peu chargées puisque notre exposition elle s'ouvre au public après-demain. L'inauguration est demain soir. La fédération en est d'ailleurs un des partenaires actifs depuis le début du projet. Et pour ça, je la remercie aussi. Avant de commencer ma présentation sur Waterloo, peut-être deux petites choses que j'ai relevées de la présentation du professeur Boudon que j'ai trouvé déjà excellente, mais on est habitué à l'excellence quand on écoute Jacques-Olivier Boudon. Moi, je n'emploie pas le mot de reconstituant ni le mot de reconstituteur, parce que j'estime que vraiment la bonne appellation, c'est celle de reconstitueur. Donc, pendant l'intervention, vous n'allez pas entendre reconstituant, mais reconstitueur. Et la deuxième chose, c'est peut-être déjà mettre un petit bémol sur ce qu'il a parlé à la toute fin de son intervention, à savoir cette notion de fraternité entre les groupes. Je mets un petit bémol là-dessus, puisque je suis parmi les organisateurs des reconstitutions à Waterloo, et on voit bien que ce sujet de fraternité est quand même un petit peu un sujet parfois sensible. Pour preuve, il y a quelques années en France, il y a eu la volonté de créer un groupe ou une fédération un petit peu regroupant tous les groupes de reconstitution. Et pour des problèmes, notamment justement de fraternité, ce projet-là a échoué. Donc peut-être mettre un petit bémol là-dessus. Donc tu l'as dit, je suis en effet bercé depuis ma plus tendre enfance par l'histoire napoléonienne. Ça, je le dois à mon papa. C'est une histoire familiale avant toute chose. Et je suis donc maintenant, j'ai la chance d'être chercheur sur la période napoléonienne puisque je suis doctorant en histoire et que je travaille sur la préservation et la conservation donc, des champs de bataille européens de la période napoléonienne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais donc finalement, l'histoire vivante, elle est au cœur de mon sujet d'étude sur lequel je travaille maintenant depuis plus d'un an. Et surtout, je suis aussi reconstituteur depuis que je suis haut comme trois pommes, si je peux me permettre l'expression, puisque dès l'âge de 10-12 ans, j'étais donc trompette de cavalerie dans un groupe de cavalerie qui s'appelle le 9e cuirassier, qui a été fondé par deux personnes que Andrea, qu'on entendra tout à l'heure, connaît bien, Jean-Luc Charpagne et donc mon papa Philippe Charpagne. Voilà. Et donc maintenant, aujourd'hui, comme je m'occupe à Waterloo finalement du bivouac allié, et par allié, j'entends une troupe britannique, hollando-belge, prussienne et donc des Allemands également au service de Wellington en 1815,
pour éviter de me faire tuer dans le verger d'Hougoumont avec un uniforme français. Je suis maintenant colonel du 2e carabinier belge, qui est donc un régiment composé majoritairement en 1815 par des cavaliers ayant participé à toutes les guerres de l'Empire du côté de Napoléon. Donc finalement, je suis resté fidèle à mes principes napoléoniens en ayant changé d'uniforme. Bien, et donc c'est vrai que je pense vraiment que mon point de vue est intéressant là-dessus, parce que finalement, j'ai aujourd'hui cette triple casquette donc de chercheur sur l'histoire vivante, d'organisateur civil au niveau des bivouacs de Waterloo et de reconstitueur, puisque je le suis maintenant depuis plus de 10 ans. Il faut savoir qu'ici à Waterloo, il y a deux grosses entités qui s'occupent des reconstitutions. Donc le mémorial que moi je représente au niveau de la ferme d'Hougoumont, puisque la ferme d'Hougoumont est finalement le lieu où se tiennent les bivouacs des troupes alliées, comme je le disais tout à l'heure, et le dernier quartier général de Napoléon, donc sur la commune de Genappe, qui lui abrite les bivouacs des troupes impériales. Donc finalement, cette commémoration des reconstitutions, elle est gérée en binôme entre le mémorial et entre le dernier quartier général de Napoléon. Depuis 2019, c'est la société Kléber-Rossillon qui gère le mémorial ici. Il faut savoir que c'est une société française qui a été créé il y a plus de 30 ans sous l'impulsion de Kléber-Rossillon. Et il a toujours, Kléber-Rossillon, mis l'histoire vivante au cœur des préoccupations de la société. Donc, il y a une douzaine de sites qui sont gérés par la société en France et un à l'étranger qui est donc le mémorial. Mais donc, dans chacun de ces sites, l'histoire vivante, elle est au cœur de toutes les préoccupations, avec l'organisation de visites guidées, donc en tenue d'époque, suivant les périodes, parce qu'on va finalement des châteaux médiévaux jusqu'à l'histoire du 19e. Et donc là, la volonté, c'est finalement à chaque époque de pouvoir un petit peu recréer une ambiance particulière. Et ça, on s'en sert particulièrement grâce à l'histoire vivante. Notamment, la société s'occupe du château de Murol, qui est donc en Auvergne. Et là, on organise tous les étés des joutes médiévales très impressionnantes. Et finalement, on a un rendu qui colle le plus possible à la réalité. À Waterloo, ça passe par plusieurs choses. Bien sûr, les reconstitutions tous les ans, mais on a également aussi des équipes d'animateurs qu'on recrute parmi des étudiants en histoire, qu'on met en uniforme et qu'on fait tirer au fusil devant le public, au canon, puisqu'on a une réplique d'un canon 4 livres Griboval ici à Waterloo. Et donc finalement, les visiteurs, en plus de cet outil numérique qui est donc le musée, qui est très moderne, entre guillemets, axé depuis 2015 autour du numérique et plutôt du jeune public. On vient compléter cette offre depuis 2019 avec un peu plus de réel et donc avec des animations en uniforme et des visites guidées un petit peu immersives qui permettent aux visiteurs vraiment de s'immerger dans la vie européenne en 1815. Et ça se complète avec la ferme d'Hougoumont dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on a ouvert une ferme pédagogique l'an dernier et on a remplacé le bus qui faisait les trajets entre la ferme et la butte par une calèche tirée par des Ardennais dont j'ai la chance aussi de m'occuper au quotidien. Bien, il faut dire aussi, et ça pour le coup, Jacques-Olivier Boudon l'a plutôt bien introduit, je trouve que la reconstitution, elle n'est pas née avec les commémorations des différents bicentenaires de la période napoléonienne, c'est beaucoup plus vieux. Et la Belgique est finalement un des berceaux de cette histoire-là, puisque à l'origine, en Belgique, la reconstitution était plutôt assurée par des gens qu'on appelle les marcheurs, donc par les marches d'Entre-Sambre-et-Meuse. Et ça, pour le coup, on le dit pas assez fort à mon goût. Il faut vraiment redonner à César ce qui est à César, entre guillemets. C'est vraiment les marcheurs qui, en Belgique, ont fait naître cette reconstitution et cette professionnalisation des reconstitueurs. Les marches d'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est donc considéré comme patrimoine immatériel de la Belgique à l'UNESCO, hein, donc c'est quand même pas rien. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, près de 100 ans en réalité. Et donc, je transmets mes amitiés à tous les marcheurs qui sont aussi, à cause de cette pandémie, empêchés de pratiquer leur passion depuis maintenant 2 ans. Et donc, finalement, ces gens sont aussi regroupés en associations. Alors là, on est généralement sur des associations où la véracité historique des uniformes
ne va pas coller au plus près, mais ça représente généralement quand même plutôt des unités de la période napoléonienne, mais ça va aussi jusqu'au second empire dans la plupart des cas. Et on assiste, ça aussi il faut le noter maintenant, à aussi une professionnalisation de ces groupes de marcheurs, avec des recherches historiques qui sont beaucoup plus poussées que ce qui pouvait être fait auparavant, et ça c'est également à noter. Bien, pour revenir sur le sujet des reconstitutions en tant que telles sur le champ de bataille de Waterloo, la première à avoir lieu d'ampleur, c'est vraiment 1995. Donc, il y a quand même maintenant 26 ans. Et donc, justement, les marcheurs, à cette époque-là, pour cette reconstitution-là, sont vraiment au cœur du processus. Donc, il y a plusieurs milliers de participants déjà à ce moment-là. Et particularité notable, ça s'est pas revu depuis, mais en 1995, il y a 2 Napoléons sur le champ de bataille de Waterloo qui sont l'un avec l'autre. Et finalement, ça marque le 1995, le début d'une volonté d'arriver à quelque chose de grand organisé ici en 2015. Donc finalement, le premier des gros bicentenaires napoléoniens, c'est vraiment Austerlitz en 2005. Moi, j'y étais pas, mais donc mon papa, lui, y était. Et le point d'orgue, comme le disait Jacques-Olivier Goudon, c'est Waterloo en 2015. Donc en effet, il y a eu plus de 6000 reconstitueurs sur site. C'est la dernière aussi représentation officielle de Franck Sanson en tant que Napoléon. Franck qui a vraiment été le moteur de la reconstitution historique en tant que Napoléon pendant quand même près de 10 ans. Il a vraiment beaucoup apporté à la reconstitution tout le temps qu'il a incarné le grand personnage. Il faisait consensus avec en parallèle également Marc Schneider, qui lui est toujours là et que bien entendu je n'oublie pas. On n'a pas encore eu la chance de l'avoir récemment sur le champ de bataille de Waterloo. Peut-être que ça viendra d'ici quelques années, sait-on jamais. Bien, donc oui, je le disais, 6000 reconstitueurs en 2015, énormément de public, enfin voilà, vraiment un show hors norme. On n'a jamais vu ça en Belgique et je pense qu'on le reverra plus jamais. Et c'est vraiment cette impulsion de reconstitution et de bicentenaire qui a aussi provoqué la construction du mémorial la même année en 2015 et de la restauration d'une partie du champ de bataille, et donc notamment de la ferme Nougon. Et ça aussi, il faut le signaler, parce que je pense que sans l'engouement de ce bicentenaire, et clairement, c'est aussi provoqué grâce aux reconstitueurs, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette volonté politique ici à Waterloo de restaurer complètement le champ de bataille. Et je pense vraiment que l'un sans l'autre, ça n'aurait pas pu se réaliser. Depuis 2015, il faut le dire, le soufflet est un petit peu retombé. Bien sûr, parce que Waterloo marque la fin des expériences combattantes, entre guillemets, de reconstitution des bicentenaires. 2016, 2017 et 2018 ont été 3 années vraiment très creuses. Par très creuses, j'entends qu'on est passé de 6000 à 200 ou 300 participants pour les reconstitutions. Donc là, pour le coup, on est vraiment retourné autour de la ferme de Goumont pour un petit peu quand même faire un effet de masse qui permettait d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Et 2019, donc la première reconstitution sous l'ère Kléber-Grossillon, nous a apporté vraiment du baume au cœur, parce que pour le coup, on a réussi quand même à réunir presque 700 reconstitueurs sur site. Et surtout, on a eu pour la bataille du dimanche plus de 2000 spectateurs, ce qui n'était pas arrivé du coup depuis les commémorations hors normes de 2015. Bien entendu, la pandémie a mis un frein énorme à tout ça. Notre édition 2020 qu'on organisait donc depuis septembre 2019, donc il faut ça. Oui, c'est ça, septembre 2019. Donc il faut savoir qu'ici à Waterloo, on a, tout ça est très codifié, c'est-à-dire qu'on a ce dont je parlais tout à l'heure, l'organisation civile. Donc ça, moi je l'incarne pour le côté allié, et donc c'est maintenant Nathalie Watillon qui est la coordinatrice au dernier quartier général de Napoléon, qui s'occupe plutôt des bivouacs français. Et en parallèle de cette organisation civile, on a une organisation
militaire, mais donc qui est géré par des reconstitueurs. Et donc là, ça se passe en deux parties. On a d'un côté Francky Simon qui s'occupe plutôt donc de coordonner le bivouac français. Donc Francky, tous les reconstitueurs connaissent très bien Francky Simon, qui incarne ici le maréchal Ney à Waterloo et qui lui aussi est vraiment un moteur de la reconstitution depuis plus de 10 ans. Et de l'autre côté, un moteur non pas moins important, si ce n'est plus, c'est Monsieur Ron van Dijk qui s'occupe lui de la coordination du bivouac allié depuis là aussi une bonne dizaine d'années, et depuis finalement, c'est lui qui finalement a vraiment apporté aussi une professionnalisation entre guillemets de ce bivouac allié, puisque au départ finalement les alliés étaient un peu laissés à eux-mêmes, et c'est vraiment sous son impulsion qu'on a pu créer quelque chose de beaucoup plus important au Gaumont pour pouvoir les accueillir, et finalement quelque chose d'équivalent à ce que peut proposer le dernier quartier général de Napoléon. Je referme la parenthèse, je reprends au niveau de 2020 de la pandémie. On appréhendait un petit peu cette édition 2020 parce qu'on l'a bien sûr imaginé beaucoup plus grosse. Les 0 et les années en 0 et en 5 sont importantes ici à Waterloo. Mais après les 6000 participants de 2015, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, et on avait été agréablement surpris puisque près de 3500 participants avaient répondu à notre appel de toute l'Europe. C'était considérable. Donc on était très content de l'organiser, et bien entendu, patatras, dès le mois de mars, on a dû tout annuler. Au départ, ça a été un report vers 2021, et il ne faut pas se leurrer, cette année, on ne va pas pouvoir en faire une grosse non plus. Donc le prochain rendez-vous, c'est finalement 2025. Et pour conclure un petit peu ma présentation, vous exposer un petit peu mes craintes et les enjeux à venir pour le monde de la reconstitution napoléonienne après cette pandémie. Parce que le premier coup d'arrêt, ça a finalement été certes la fin des bicentenaires en 2015. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'arrêter à partir de ce moment-là, puisque finalement une boucle était bouclée, donc une génération de reconstitueurs est partie à ce moment-là, a décidé d'arrêter. Mais il faut dire que le deuxième coup d'arrêt, pour moi, vraiment, ça va être cette pandémie, puisqu'on est face à plusieurs problèmes. Le premier, c'est que généralement, sur les nouveaux entrants, on a un phénomène assez particulier qui se passe, c'est que généralement, les gens prennent déjà tout de suite cette volonté de rentrer en tant qu'officier, et donc de rentrer avec des épaulettes. Alors c'est très bien, je ne critique pas du tout ce choix-là, mais bientôt on va se battre juste uniquement entre officiers, et on ne va plus avoir d'hommes de troupe, et ça pour le coup c'est un vrai problème, et ça va, je pense, dans les années à venir être un vrai problème auquel il va falloir réellement faire attention. Le deuxième problème, c'est l'arrêt, soit de personnes individuelles qui finalement depuis 1 an et demi sont contraints de se tourner vers d'autres passions, et qui peut-être envisagent de revendre leur équipement et finalement d'arrêter la reconstitution, mais aussi de certains groupes qui se sont mis en sommeil. Et là, j'en vois, pour donner un exemple, toute mon amitié à Marc Van Merbeek, qui est donc le président de l'association ici en Belgique du Deuxième Dragon, qui pendant très longtemps a été l'une des, si ce n'est la plus grosse association de cavalerie napoléonienne, et qui vient de se mettre en sommeil parce que ses membres ne répondent plus aux appels de Marc, ou pas assez. On arrive vers donc un problème qui est finalement la pérennité même des associations. Et là, Marc, lui, pour le coup, a trouvé, et est finalement l'architecte de quelque chose qui marche plutôt très bien et qui fonctionne bien. Il a mis en place ce qu'on appelle ici à Waterloo l'escadron uni, et qui finalement, au lieu de se concentrer aux mêmes uniformes d'une même association et d'un même régiment, ouvre complètement aux activités la possibilité à d'autres régiments et donc d'autres uniformes de pouvoir participer. Et donc finalement cet escadron uni, on en a eu un exemple ici à Waterloo. On a pu faire quand même quelques week-ends de reconstitution pendant l'été, puisque généralement pendant l'été, en juillet-août, on fait appel à des groupes de reconstitution tous les week-ends. Et donc tout ça a pu se faire, et on a eu la chance d'avoir énormément de différents uniformes. Ça va du 7e hussard au 2e dragon, et donc finalement 3-4 cavaliers par-ci par-là, ça formait vraiment un escadron compact
compact et intéressant. Et donc, le dernier problème pour moi, ça va être finalement ce renouvellement nécessaire des générations qui pose là aussi problème. Parce qu'on se rend compte, alors ce n'est pas le cas dans tous les groupes, notamment Alexandre Clerc et son régiment arrivent à recruter des jeunes, c'est aussi le cas notamment des premiers chasseurs de Ligny, mais il y a quand même aussi beaucoup de groupes qui manquent de renouvellement efficace parce qu'il va falloir pouvoir donner envie aux jeunes de pouvoir finalement voilà, faire de la reconstitution. Et ça, c'est pas quelque chose qui va être facile et qui va aller soi, je pense. Donc, c'est aussi notre travail de reconstitueurs de pouvoir aller maintenant donner envie à une nouvelle génération de rentrer dans les rangs et de nous suivre pour de nouvelles aventures. Parce qu'Andrea va nous en parler, mais je suis persuadé que la reconstitution n'est pas terminée et que le monde de la reconstitution peut vivre même avec la fin des bicentenaires. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Antoine, merci. C'est vraiment passionnant de rentrer. Mais voilà. Merci, c'est passionnant de rentrer dans les sujets de reconstitution avec des reconstituteurs. Donc, découvert aussi qu'il y a plusieurs mots pour indiquer les reconstituants ou reconstituteurs ou reconstitueurs. Donc, effectivement, on a bien retenu les défis donc, qui sont liés évidemment à la pandémie, mais même à cette transmission intergénérationnelle, je pense, c'est très intéressant. Donc, peut-être on pourra revenir sur ça à la fin avec les autres intervenants aussi, parce que bon, on voit qu'autour de la table, on a une génération jeune, en fait, des reconstitueurs. Donc, c'est intéressant de voir comment, comme Antoine l'a dit, lui aussi, il était tout petit quand il a commencé, donc comment passer les témoins à la prochaine génération. Donc, on va maintenant écouter l'expérience directe de l'un de ces reconstitueurs, Andrea Puleo, italien, reconstituant ou reconstitueur de la 50e demi-brigade de bataille. Il habite à Loano, en province de Savone, en Italie. Il est ex-sous-officier des forces spéciales. Actuellement, il travaille dans la formation militaire et des forces militaires et des polices. Il est passionné d'histoire napoléonienne, en particulier de la première campagne d'Italie, mais il va mieux nous parler de cela. Depuis 2013, avec un groupe d'amis, Andrea a créé l'association Grand Quartier Général Impérial à caractère international. Donc, tout à l'heure, Antoine nous parlait des difficultés de mettre ensemble les reconstituants des différents pays en Europe et même au-delà de l'Europe. Donc, ces groupes comptent 10 nations différentes dans les rangs de l'association. Donc, je pense, Andrea, tu pourras mieux nous parler de ton expérience directe. On te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Tu as 15 minutes et je vais t'envoyer un message dans le chat quand on est près de la fin. Merci beaucoup. Merci. Et tu as la parole. Merci, bonjour à tous. Excusez-moi pour mon français, mais j'espère être très responsable de ce que je dis. Alors, mon début, c'est quand j'ai commencé la reconstitution, j'ai commencé comme soldat de la 51e demi-brigade de bataille. J'ai commencé au début de la bataille révolutionnaire en Italie. Maintenant, comme j'ai dit, c'est dans un groupe de quartier général impérial et j'ai beaucoup d'amis dans la reconstitution. Et notre travail, c'est la collaboration avec toutes les associations européennes et surtout sur tous les camps de bataille. On va être disponible pour faire de la reconstitution très sérieux. Nous sommes passionnés de différentes choses. Nous sommes passionnés de uniformologie, de règlements et la vie réelle des soldats de napoléonienne. Je travaille avec beaucoup des amis, comme j'ai dit, dans la reconstitution. Dans notre groupe, c'est Jean-Luc Charpagne, qui c'est un bon grand ami, c'est comme un général de division maintenant, de cavalerie. Et c'est très intéressant d'avoir beaucoup d'amis dans toute l'Europe, comme j'ai déjà dit. C'est très intéressant d'avoir la pandémie, c'est un moment de réfléchir comment commencer le nouveau travail quand tout le monde de la reconstruction y reparte.
nous avons beaucoup de projets. Le 5 de mai, nous ferons une petite chose à le musée de Marengo pour la commémoration de la mort de l'empereur. J'espère que beaucoup des amis vont regarder dans le site web de l'association de musée de Marengo. Et on fait beaucoup de travail, comme j'ai dit, pour recommencer. C'est très important qu'il a dit Antoine Charpagne, c'est que nous avons besoin d'interfacer avec les jeunes générations parce que maintenant, nous avons beaucoup des années qu'on va travailler dans l'association et nous avons beaucoup besoin de jeunes filles qui entrent dans la reconstitution. Nous avons besoin de former la nouvelle génération des officiers, des soldats et des vivandières, comme aussi. C'est très intéressant de ne pas perdre toute la connaissance que nous avons fait dans ces 25 ans de travail que nous avons fait. C'est très, très important de commencer une nouvelle. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle époque dans l'histoire napoléonienne. Nous avons créé beaucoup d'événements dans toute l'Europe et nous avons besoin d'avoir beaucoup de nouvelles projets d'affaires pour la prochaine fois. L'association napoléonienne italienne, il a un peu terminé son travail, mais il va être présent dans tous les camps de l'Europe pour faire les prochains événements. Qu'est-ce qu'il dire? C'est très intéressant de comprendre qu'ils sont différentes idéologies dans la reconstitution, ils sont différents groupes, mais souvent ils vont travailler tous ensemble. Surtout les 10e escadron des chasseurs à cheval de la gare de Paris, avec tous les amis, on va faire beaucoup de projets de reconstitution dans les prochains ans. C'est très intéressant de trouver de nouveaux lieux pour faire des bivouacs, des reconstitutions, la collaboration avec tous les mairies, parce que normalement, qui fait la reconstitution et ils sont très intéressés sont les associations privées qui transmettent l'argent pour faire ça. Et ça, c'est la chose plus difficile, c'est faire comprendre la possibilité d'avoir du spectacle, parce que la reconstitution, c'est du spectacle à la fin pour les personnes qui vont regarder. Pour nous, c'est différentes choses, parce que toutes les personnes qui sont à l'intérieur, il y a différents endroits d'avoir comment dire, différentes choses dans le corps pour commencer la reconstitution. Moi, je suis passionné d'uniformologie, j'ai créé beaucoup de choses. Toutes les personnes, ils sont très intéressants et ils travaillent tous ensemble pour avoir une différente qualité, monter la qualité de la reconstitution. Ça, c'est un petit argument qui sont intéressés pour les reconstituteurs, mais sont très intéressants pour le spectacle final, qu'on va démontrer la grande qualité de travail des passionnés qui sont dans la reconstitution. J'espère de commencer de nouveaux travaux dans les prochaines périodes parce que la pandémie il a créé beaucoup de stress pour tous les reconstituteurs parce qu'ils sont presque que 2 ans, 1 an et demi qu'ils sont presque que tout ferme les événements. Mais j'espère que dans les prochaines périodes, dans l'été, dans l'hiver, il va commencer quelque chose de très, très positif. Charles et l'association européenne, j'espère qu'il donne de l'aide pour faire les prochaines sorties et faire une collaboration très spéciale parce que l'association européenne napoléonienne, il est très, très intéressant d'avoir les prochains projets. J'ai presque terminé mon intervention et j'espère d'être utile pour ces messages. Merci pour Eleonora. Merci Andrea, grazie. Merci.
Et, merci beaucoup. En fait, ces partages d'expériences est absolument intéressant. Effectivement, les reconstitutions, comme on le sait, jouent un rôle fondamental dans la médiation de l'histoire. Et ce que Andrea nous disait tout à l'heure, cette motivation forte, ces mélanges d'émotions aussi chez les reconstituteurs, les reconstituants, parfois n'est pas complètement perçu ou n'est pas perçu en entier par les publics qui assistent. Parce que quand on assiste à des reconstitutions, évidemment, on voit la passion, mais c'est très difficile du point de vue du spectateur de saisir exactement toute l'émotion qui est vécue par ceux qui sont en train de réinterpréter, de donner vie en fait à ces épisodes de l'histoire. Donc, je trouve ça très intéressant et aussi cette nécessité de passer encore une fois les témoins à la prochaine génération. Donc, on a maintenant l'intervention enregistrée parce que malheureusement, elle ne peut pas être avec nous pour des raisons personnelles. Sylvia Coyard, qui est responsable marketing et des événements de l'association du Fort des Bars dans la vallée d'Aosta en Italie. Sylvia travaille au Fort depuis 2006, année d'ouverture au public au sein de l'association du Fort des Bars, qui est chargée de la gestion du pôle muséal du Fort. Elle s'occupe surtout de la promotion et de l'organisation des événements qui animent en fait le Fort lui-même, qui est magnifique et qui, comme vous le savez, a été pris le 1er juin 1800, après 2 semaines de siège par l'armée de réserve napoléonienne pendant la deuxième campagne d'Italie. Donc, je demande à Pierre-Paul de mettre en ligne la vidéo de Sylvia. Merci. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord le président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes Destination Napoléon, Charles Bonaparte. Je remercie aussi Monsieur Charles-Olivier Boudon, président du comité scientifique de la Fédération, et Léonora Berti, directrice de la Fédération, pour cette invitation aujourd'hui. Je vous apporte les salutations et le remerciement de la part du président de l'association Fort de Bar, Robin Lavaderi, et du directeur Maria Cristina Ronc, qui m'ont délégué aujourd'hui à vous parler à ce sujet. Et donc, l'association, une petite introduction pour ce qui concerne l'association. L'association gère depuis 2006 le Fort de Bar, principal pôle culturel de la vallée d'Aoste, qui a été objet d'un projet de récupération très important à partir de la fin des années 90, un projet fortement voulu par l'administration de la région autonome Vallée d'Aoste, avec la contribution du Fonds européen de développement régional et du Fonds de rotation de l'État. Un projet qui a vu l'intervention et la réhabilitation du bâtiment et des fonctions, pas seulement du fort, mais aussi du bourg médiéval, un bourg merveilleux qui se trouve au pied du fort et qui accueille des bâtiments qui remontent au XVe et XVIe siècle. Le Fort de Bar se trouve dans une position tout à fait stratégique à l'intérieur, à l'entrée de la vallée d'Aoste, un lieu stratégique depuis l'Antiquité, un lieu de passage obligatoire. Tout ce qui veut entrer et sortir de la vallée d'Aoste doit passer à travers la gorge de Bar et puis à travers la vallée d'Aoste, franchir les Alpes et donc rejoindre l'Europe. Donc un vrai carrefour. Qu'est-ce que c'est le fort aujourd'hui? Le fort accueille un lieu d'accueil. Il accueille des musées permanents, le musée des Alpes, le musée des fortifications et des frontières, les prisons du fort, et organise des expositions temporaires de caractère international et évidemment des événements tout au long de l'année. Le fort est donc un des principaux acteurs de l'attraction touristique de la vallée d'Aoste et de la basse vallée. Le poids de l'attractivité du site sur le territoire environnant est synthétisé en une moyenne de 100 000 entrées annuelles, circonstance qui s'est révélée un important facteur de développement sur le territoire. Dans ce contexte s'insère la programmation
du fort en termes d'exposition et en termes de grands événements qui se déroulent même sur plusieurs jours, comme par exemple la manifestation, la reconstitution dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, appelée Napoléonica, l'armée de réserve au fort de Bar. La première édition de Napoléonica remonte au 2013 et la reconstitution se déroule chaque 2 ans. Donc, 2021, c'est l'année de la révocation au mois de juillet. Le but de cette reconstitution est évidemment celle de reconstruire un des événements les plus connus de l'histoire de Bar et évoquer l'un des personnages illustres les plus connus au monde, Napoléon évidemment, même si celui-ci a fait détruire le fort, le château fortifié. C'est mieux parler de château fortifié puisque là, il existe une fortification depuis le XIe siècle. Au début, il s'agissait d'une tour fortifiée qui s'est développée au cours des siècles pour arriver au château fortifié qui a donné de la peine à Napoléon. Tout à fait, cet événement historique a contribué à l'histoire moderne, à l'histoire de nos territoires, à l'histoire de la vallée d'Aoste et évidemment à l'histoire de Bar. La reconstitution documente la traversée de Napoléon au mois de mai 1800. Napoléon était à la guide de l'armée de réserve. C'était le mois de mai 1800. C'était le mois de mai 1800 et le but de Napoléon était celui de traverser la vallée d'Aoste très rapidement pour rejoindre la plaine du Pô, pour surprendre l'armée austro-piémontaise qui occupait la plaine. La descente du col par Napoléon et ses hommes fut très rapide, mais Napoléon fut bloqué par l'armée austro-piémontaise qui défendait le fort, guidée par le capitaine von Bernkopf. Au cours, donc le bourg fut pris, capitula immédiatement, mais la garnison austro-piémontaise donna de la plaine à Napoléon et le siège dura presque 10 jours. Tout à fait, à la fin du siège, von Bernkopf signa la reddition, mais il obtena l'honneur de la guerre, l'honneur des armes. Donc, après le siège, après la destruction de la forteresse qui fut rasée au sol complètement dans un deuxième moment, le Piémont et le Valais d'Aoste deviennent département de la République française, plus précisément département de la Loire. La reconstitution, dans une situation normale pré-Covid, voit la participation d'environ 300 reconstituteurs provenant de toute l'Europe, Italie, Belgique, France, Pologne. Et au cours des 2 jours, elle crée une atmosphère totalement immersive, une situation immersive qui veut mettre en place, qui met en place les champs austro-piémontais à l'intérieur du fort, évidemment, et les champs français à l'extérieur du fort. De nombreuses activités qui rappellent la vie militaire sont réalisées, par exemple la conscription obligatoire, la course des têtes, la course des fusiliers, les moments de formation et d'entretien des armes. Et bien sûr aussi, on veut évoquer l'affrontement entre les Français et les Piémontais, comme par exemple pendant la bataille campale, à la bataille nocturne qui mit en scène la prise du bourg, et puis évidemment la bataille finale entre les deux armées qui se conclut avec la prise du fort et qui se conclut avec la signature de la reddition. En outre, la reconstitution s'enrichit d'expositions, d'ateliers qui évoquent et illustrent les costumes de l'époque dans le cadre de la vie civile, par exemple des déjeuners sur l'herbe, on organise des ateliers dédiés aux coiffures, aux vêtements de l'époque, et des petites expositions sont organisées, par exemple, dans le bourg de Bar. On avait organisé, par exemple, pendant la dernière édition, l'exposition broderie et châtelaine, accessoires du monde du Premier Empire à l'intérieur de Maison Chaland. Il s'agit d'un bâtiment très riche, comme je le disais, qui se trouve dans le bourg de Bar, une maison qui remonte au XVe siècle. Donc, le but est celui de créer une situation immersive totalement, soit dans le bourg que dans la forteresse.
Donc tout le village et tous les alentours sont engagés dans cette reconstitution. Une attention particulière est adressée aussi aux enfants et aux familles. Napoléonique est beaucoup apprécié par les jeunes. Le retour des familles est très élevé parce que les reconstituteurs sont disponibles en permanence pour illustrer, raconter la vie quotidienne, la vie militaire, à travers des visites guidées. On organise par exemple des visites guidées dans les champs. On organise des démonstrations, par exemple la démonstration de la médecine militaire. Et puis toujours adressé aux enfants et aux familles, on organise aussi des jeux de l'époque, des démonstrations, et les plus petits sont tout à fait engagés. Et puis, un très beau moment, c'est la soirée dans la place d'Armes. Un dîner avec des danses, c'est le grand bal des citoyens qu'on organise le samedi soir dans la place d'Armes. Un dîner où les spectateurs, les reconstituteurs sont ensemble dans une atmosphère immersive dans l'imposante place d'Armes. La soirée enrichie par les danses traditionnelles, accompagnée par l'exhibition de joueurs, d'instruments et de musique de la tradition franco-provençale. Et puis encore, je veux souligner l'implication du territoire qui est également très importante. Au cours de la dernière édition, nous avons apporté un avant-goût de napoléonique dans les communes limitrophes. On a organisé une marche de rapprochement de l'armée de réserve le long de la Via Francigena dans les communes de Verres, Issogne, Onne et jusqu'à Var. Ou bien encore, on a organisé une randonnée le long des sentiers, les sentiers que Napoléon et son armée ont utilisés pour franchir la gorge de Bar. Et donc, ces activités sont très bien aussi appréciées. La manifestation, la révocation a tout à fait une fonction pédagogique. On peut dire que toutes ces activités présentées ont une fonction pédagogique dans la mesure où la reconstitution n'a pas seulement le but de montrer, d'illustrer, mais d'expliquer. Expliquer le mode de fonctionnement dans l'histoire. Et de même, les ateliers dont je vous parlais avant présentent un aperçu de la vie. Ils sont des véritables tableaux vivants qui sont vécus par les évocateurs et dans lesquels le public peut y entrer. La situation est totalement immersive et les cadres sont philologiquement corrects. Et encore, qu'est-ce qu'on peut dire, le rôle des reconstituteurs. Le rôle est celui de redonner vie à un cadre, à une scène, avec tous les outils, les attitudes, même le langage est très important et on cherche vraiment à recréer un contexte, un cadre de vie. Donc, je vous invite à visiter évidemment le Fort de Bar, cette structure merveilleuse qui accueille musées, expositions, événements. On a même un hôtel à l'intérieur du fort, donc à visiter le fort, mais aussi à nous rendre visite pendant cette merveilleuse reconstitution qui, cette année, se déroule à la fin de juillet. C'est le 30, 31 et 1er août. Pour visiter Napoléonique, mais aussi pour découvrir le fort de Bar avec ses places d'armes, avec ses cours, avec ses sentiers, avec son panorama merveilleux sur la vallée centrale, sur la vallée d'Aoste. Merci à tous, au revoir à Bar. Et bon, merci à Sylvia, même si elle n'a pas pu être avec nous. Merci pour ces messages. On a vraiment envie d'aller découvrir maintenant les différentes reconstitutions aux quatre coins de l'Europe, dans nos villes, dans nos musées, dans les centres aussi d'interprétation de l'histoire napoléonienne. Donc, on est très content, encore une fois, de pouvoir partager ces expériences qui viennent des différents pays, mais qui ont vraiment un fond en commun, la volonté de transmettre l'histoire de plusieurs points de vue. Donc, on laisse maintenant la parole à Benoît Gouriou. Benoît est médiateur culturel à l'Office des tourismes des Pontivy Communautés.
il est aussi passionné, lui aussi, par l'histoire vivante. Donc, il y a ces deux côtés, l'un plus passion personnelle, je dirais, et l'autre, évidemment, professionnelle. Il effectue des visites guidées pour son travail. Et il participe aussi à des reconstitutions historiques dans sa vie privée, on peut dire, dans son temps libre. Et c'est pour cela qu'il a créé des visites guidées costumées pour les enfants dans la ville de Pontivy, qui était autrefois, comme vous le savez, Napoléonville. Donc, Benoît, merci de nous avoir rejoints. Tu as la parole. On va partager les photos que tu nous as envoyées. À la fin peut-être de l'intervention, je te dirai peut-être. Parfait, merci beaucoup. Très bien, merci. Tu as la parole ou même tu as l'écran. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, et je vais également remercier la fédération. Voilà. Je tiens à remercier tout d'abord la fédération pour ce cycle de conférences qui tombe justement donc, pour le bicentenaire. Je suis sûr que voilà, les autres intervenants pour les jours qui viennent vont être tout à fait pertinents. Alors, je me représente très brièvement. Donc, je m'appelle toujours Benoît, Benoît Goriot, j'ai 27 ans et donc je suis médiateur culturel à l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. C'est-à-dire que je mets en valeur le patrimoine, en particulier le patrimoine napoléonien, et je m'occupe également des visites guidées, que ce soit l'été, avec des individuels, avec des associations, avec des scolaires, etc. Alors moi, le but de mon intervention, même si je fais des reconstitutions historiques, je ne vais pas parler de cet élément, je vais plutôt expliquer comment la reconstitution historique, qui est faite de manière bénévole, peut inspirer justement les professionnels du patrimoine, en particulier donc les médiateurs culturels et les guides, puisque j'ai créé il y a quelques années ici dans cette ville des visites costumées via l'expérience des reconstitutions historiques. Alors, très brièvement, je vais vous présenter Pontivy, la ville napoléonienne, vraiment très très brièvement pour que ça vous donne un ordre d'idée. Donc Pontivy, c'est une ville dans le centre-Bretagne, au milieu de la Bretagne. Donc vous avez un gros quartier médiéval Renaissance avec un château, vraiment une ville très importante à cette époque. Et vous avez surtout la ville napoléonienne. Vous avez seulement 2 ensembles urbains construits en France sous Napoléon Ier. C'est Pontivy, qui s'appelait donc Napoléonville, et La Roche-sur-Yon, qui s'appelait Napoléon-Vendée. Alors, quand j'entends ensemble urbain, c'est pas juste 2-3 maisons, c'est vraiment quasiment une ville entière qui sort de terre, avec la mairie, la préfecture, le tribunal, la prison, la caserne, l'école, des maisons, etc. etc. Et donc, la création de ces villes, Pontivy, Napoléonville et La Roche-sur-Yon, Napoléon-Vendée, est due aux guerres civiles durant la Révolution entre les républicains et les royalistes, donc les royalistes, les Chouans et les Vendéens. Pour en revenir à moi, donc concernant les reconstitutions historiques, donc je pratique depuis l'âge de 15-16 ans à peu près. J'ai commencé par la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi une de mes grandes passions, et ensuite j'ai embrayé vers 2012-2013 avec la période du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les chouanneries, guerre de Vendée, qui est une période que j'affectionne particulièrement, et évidemment donc l'épopée napoléonienne. Donc j'ai rejoint un groupe de reconstitution qui s'appelle les conscrits du Languedoc. On représente le 18e régiment d'infanterie de ligne. Donc j'ai participé à Leipzig en 2013, je vais le dire en 1813, donc en 2013. J'ai participé au bicentenaire de la campagne de France avec Craonne, Montmirail, et ensuite donc en 2015 à Waterloo. Donc voilà, je retrouvais des choses par rapport à ce que disaient les autres intervenants tout à l'heure. Alors nous, concrètement, à Pontivy, quand je suis arrivé en 2015, il y avait des visites guidées un petit peu classiques qui existaient depuis de nombreuses années, c'est-à-dire des visites du quartier médiéval, des visites du quartier napoléonien, des visites d'1h30 où le groupe va de bâtiment en bâtiment et on explique voilà, l'histoire de la ville, l'histoire du bâtiment, etc. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé ce travail, c'est la moyenne d'âge des personnes qui venaient en visite guidée. À l'époque, j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 22 ans à peu près, et la moyenne d'âge des personnes qui viennent aux visites, c'est à peu près dans les 50 ans. C'est essentiellement des couples. Les plus jeunes vont avoir une quarantaine d'années, et ensuite on va monter 50, 60 ans. Et on n'avait quasiment jamais de jeunes, c'est-à-dire d'adolescents
ou de jeunes couples, et encore moins de familles avec des enfants, que ce soit des enfants, on va dire, en bas âge, je dis en bas âge, on va dire 6, 7, 8 ans, etc., ou un petit peu plus âgés, des adolescents. On n'arrivait pas du tout à capter ce public, ce qui était un petit peu problématique parce qu'on avait envie justement que ce ne soit pas juste une tranche de population qui assiste à ces visites guidées. Donc j'ai proposé à ma directrice, c'était en 2017, j'ai proposé de créer une visite adaptée, une visite sur mesure finalement, pour les familles, pour les enfants, en justement utilisant mon expérience de reconstitueur, donc en faisant une sorte de visite, une mini-reconstitution historique pendant une visite. Alors, déjà, il fallait savoir quel costume on allait prendre avant de créer la visite. Alors moi, j'ai eu l'idée de 2 costumes, on les verra à la fin de l'intervention, d'ici une dizaine de minutes. Donc, un costume pour les garçons, un costume pour les filles. Le costume pour les filles, j'étais plutôt parti sur une robe civile, donc très juste au corps, à l'antique, avec une traîne rouge, et pour les enfants, pour les garçons, plutôt un uniforme. Je suis parti plutôt sur l'uniforme justement de la garnison de Pontivy sous Napoléon, c'est-à-dire des chasseurs à cheval, donc un uniforme vert. Une fois l'idée de l'uniforme en tête, il fallait trouver quelqu'un qui puisse les confectionner. Je m'étais rapproché de certaines costumières, puisque je ne voulais pas du tout, mais alors pas du tout, de costumes, on va dire, je mets les guillemets, on va dire la foire fouille, c'est-à-dire des costumes bas de gamme, sinon ça se voit tout de suite que c'est vraiment de la basse qualité. Je voulais vraiment que ce soit des beaux costumes. Alors, pas qualité reconstitution, puisque, voilà, comme les reconstructeurs le savent, et même une partie des spectateurs, c'est nos reproductions, c'est avec le tissu, de copie de tissu d'époque, c'est-à-dire du drap de laine, de la toile de lin, ça va être très épais, ça va être assez lourd, c'est même inconfortable. Moi, je voulais quelque chose de beau, mais en même temps qui soit évidemment supportable pour les enfants, parce qu'on va quand même être dehors l'été, donc il ne faut pas que ce soit trop chaud, et qui soit également facile à mettre et facile à enlever. Pour vous donner un ordre d'idée, pour mettre mon uniforme napoléonien, moi j'ai juste un uniforme de fusilier de ligne, où vraiment le soldat de base, je mets environ une demi-heure pour m'équiper. Donc évidemment, il est hors de question de mettre une demi-heure pour équiper des enfants. Il faut que ce soit fait en quelques minutes. Donc j'ai commencé à me rapprocher de certaines costumières, et finalement j'ai trouvé une entreprise qui se trouve dans l'est de la France, qui se nomme Pouce et compagnie. Pouce comme le pouce, Pouce et compagnie. C'est une personne qui est toute seule, qui fait des costumes, on va dire, de grande qualité pour les enfants, que ce soit des costumes de la vie civile d'aujourd'hui, pompiers, policiers, etc. Mais énormément de costumes historiques de toutes les périodes, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, XVIIIe siècle et l'époque napoléonienne. Et elle avait pile poil ce que je cherchais. Donc je lui ai demandé de faire des petites modifications, ce qu'elle a gentiment effectué. Donc on avait enfin des beaux costumes, pas trop lourds, pas trop chauds, et surtout très pratiques à enlever et à mettre. Alors il y a certains éléments qui n'existaient pas. Par exemple, pour les garçons, il n'y avait pas de shako. Elle n'avait pas ça dans sa gamme de vente. Donc j'ai dû fabriquer moi-même les shakos. Voilà, la plupart des reconstitueurs savent coudre un minimum. Donc voilà, j'ai utilisé ces compétences justement pour finaliser les costumes. Et ensuite, il fallait donc créer la visite. Donc 12 costumes en tout, 6 de filles et 6 de garçons. Alors évidemment, avant les visites guidées, si un garçon veut prendre un costume de fille, il le peut. Si une fille veut prendre un costume de garçon, elle le peut aussi. Ça arrive d'ailleurs très régulièrement qu'une fille veuille un uniforme. Donc il fallait créer la visite. Alors les 3 points importants pour cette visite, c'est donc évidemment le costume, puisque les enfants vont se sentir acteurs de cette visite, puisqu'ils sont en uniforme, et surtout le guide également est en uniforme, donc moi en l'occurrence. Par contre, j'ai pris un costume quasiment qualité reconstitution. Alors, ce n'est pas mon costume personnel, on a acheté un costume à l'office de tourisme qui est un peu plus rapide à mettre, mais quasiment qualité reconstitution. Donc, comme ça, les enfants se sentent vraiment acteurs, le guide est costumé comme eux, donc il y a vraiment une très grande proximité et une vraie complicité entre les enfants et le guide du fait des costumes. Première chose. Deuxième chose, il fallait évidemment que la visite en tant que telle soit adaptée aux enfants.
Une visite classique, c'est environ 1h30 avec des adultes. Avec des enfants, c'est impossible de tenir 1h30. Il y a des études scientifiques qui prouvent que l'attention d'un enfant, c'est environ 45 minutes, 1 heure. Donc, moi, je suis parti sur une visite d'1 heure. Alors, quand je dis visite d'1 heure, c'est visite active. Je ne compte pas le temps pour les costumer, pour les décostumer. Même si ça prend que quelques minutes, je ne compte pas ça dedans. Là, on arrive à 1h30. Mais la visite active, 1 heure. Et également, toujours dans le point 2, et également un discours adapté. Je ne vais évidemment pas parler à des enfants comme avec des adultes. Surtout notre tranche d'âge pour les enfants, c'est entre 6 et 10 ans. Donc, j'essaie de faire des rapprochements avec parfois des dessins animés ou des bandes dessinées. Un exemple très concret, à un moment, je leur montre le tribunal de Pontivy qui ressemble à un temple de l'Antiquité. Et bien, pour qu'ils puissent faire le rapprochement, je leur montre un dessin d'Astérix et Obélix où Astérix et Obélix se déplacent dans Rome et on voit derrière eux justement un temple gréco-romain. Comme ça, ils font tout de suite le rapprochement. Donc, voilà, il faut trouver des petites choses qui puissent leur permettre de faire des rapprochements. Et troisième point pour la création de cette visite guidée, c'est des activités à la fin de la visite. Moi, je ne voulais surtout pas que ce soit des visites en costume pour faire des visites en costume. Il fallait qu'il y ait un intérêt supplémentaire, d'où l'idée à la fin de la visite, donc c'est compris dans les 1 heure, de faire des activités. Donc, il y en a 2. Il y a une petite séance d'initiation à l'escrime napoléonienne, que ce soit pour les garçons et pour les filles, leur apprendre un coup de taille, un coup d'estoc, comment on fait le présenté armes. Et ensuite, on fait de la danse du XVIIIe siècle, les garçons, les filles, et là je demande également aux adultes, donc aux parents, parce que les parents suivent pendant la visite évidemment, de participer. Et là, voilà, tout le monde prend vraiment beaucoup de plaisir. Au niveau des photos et des vidéos des parents, alors là, ça mitraille dans tous les sens. Donc voilà, c'est vraiment un grand moment de plaisir pour toute la famille. Alors, les résultats, maintenant, concrètement, depuis 2017, qu'est-ce qu'on en conclut de ces visites? Bien, il y a 3 résultats qui sont apparus. Le premier résultat, c'est qu'on a réussi à atteindre notre public cible, c'est-à-dire les familles. Les familles, dès la première année, sont arrivées en masse. On avait très régulièrement, même quasiment tout l'été, des visites complètes. Et donc, depuis 2017, on propose ces visites à toutes les saisons, donc juillet, août, et c'est quasiment à chaque fois des complètes. Donc ça, notre public cible, on l'a, ce qui montre qu'il y avait bien une attente. Deuxième point, c'est visible pour les habitants. C'est vrai que des fois, on avait des reproches de certains commerçants qui nous disaient « oui, on ne voit pas les guides de l'office en visite, on ne voit pas les groupes, vous ne passez pas dans nos rues, etc. » Alors que si, on passait, seulement ils ne nous voyaient pas passer, c'est tout, parce qu'on est habillé en costume, en tenue de tous les jours, donc on reste quelques minutes, on passe. Tandis que là, comme tout le monde est en costume, enfin tout le monde, pas les parents, mais le guide et les enfants, là, ils nous voient arriver de très loin et ils connaissent maintenant nos activités et ils en sont fiers également, puisque je vois régulièrement passer dans les réseaux sociaux, etc., des gens qui expliquent à d'autres personnes qui ne sont pas de la ville, oui, nous, à Pontivy, on a des visites guidées en costume, c'est super, etc. Donc vraiment, c'est visible, ça anime la ville. Et troisième point, dans les résultats, c'est la renommée. Alors renommée, pas à l'échelle internationale évidemment, mais vraiment, on va dire, départementale, puisqu'on a régulièrement des organismes touristiques du département du Morbihan qui mettent de temps en temps des photos de nos visites costumées. Et un point d'orgue pour nous, ça a été, si je ne me trompe pas, en 2019 ou 2020, tous les étés, on a un document du département qui est imprimé à des dizaines de milliers d'exemplaires sur toutes les activités du Morbihan pour la saison touristique juin, juillet, août, septembre. Donc c'est distribué dans tous les offices et d'habitude en photo de couverture ça va être un bateau, ça va être la plage, etc. Parce que voilà, le Morbihan c'est très connu pour ses côtes et pour le golfe du Morbihan notamment. Et bien donc je crois que c'était en 2019, on a eu nous la photo de couverture de ce guide du Morbihan où c'était une photo des visites en costume napoléonienne. Donc là, ça a permis de contribuer au coup de projecteur et de montrer que ça plaît. Alors, en conclusion, il me reste à peu près 1 minute. Pour conclure, toujours 3 points. Le premier point, il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir des costumes. C'est vrai que pendant une période, certains disaient que c'était un petit peu dépassé, les visites en costume, etc. On est plutôt parti sur du numérique. Alors, certes, le numérique, c'est très utile, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais il ne faut surtout pas sous-estimer les costumes, et surtout les beaux costumes. Ça attire l'œil, ça fait rêver les adultes et surtout les enfants.
Donc des beaux costumes, mais pas des choses, mais des choses qui soient adaptées évidemment aux enfants, c'est-à-dire pas trop chaudes, qui soient légères, faciles à enlever, etc. Deuxième point, il faut évidemment adapter ces visites aux enfants. Il faut avoir un discours qui puisse les toucher et trouver des points de référence pour que eux puissent rester connectés à la visite. Et enfin, troisième point, comme je vous disais, il ne faut pas faire des visites en costume pour faire une visite en costume. Il faut absolument des activités. Ça, c'est primordial. Et c'est ce que les enfants vont surtout retenir des activités, même s'ils retiennent évidemment des points historiques évoqués avant. Mais on va dire que ça va être la cerise sur le gâteau. Et dernier petit point en quelques secondes, ces visites justement costumées napoléoniennes ont tellement bien marché que l'année dernière, j'ai créé exactement la même chose, mais cette fois pour le quartier médiéval Renaissance, donc avec des tenues de chevalier, des robes de princesse, avec des activités à la fin, avec des boucliers, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est déclinable avec de multiples périodes. Écoutez, je crois que ça va être tout pour moi et je vous remercie pour votre écoute. Ah oui, et les photos, si tu peux, Eleonora. Oui, on va les voir. Hein? Ouais. Je pense qu'il y a juste quelques soucis pour les visualiser, mais... Sinon, je peux partager mon écran si vous voulez. Pierre-Paul, tu vas partager toi, et sinon... Benoît... Je lui ai donné les droits. Merci. Oui, tu peux alors, Benoît. Donc, j'appuie sur l'écran partager. Partagez l'écran, vous choisissez votre photo. Ah, voilà. Si on voit la première. Oui, on voit. D'accord. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et merci. Ça donne vraiment envie, du coup, d'y participer. Hein? Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour avoir partagé vos expériences. Donc, on a reçu beaucoup de commentaires sur Facebook. Et, donc, il y a aussi d'autres groupes et d'autres lieux qui font partie de notre itinéraire de destination Napoléon et de la Fédération qui sont en train de suivre les webinaires. Il y a le musée des figurines historiques de Florence qui collabore activement avec l'une des associations, l'association qui s'appelle 113e Régiment d'infanterie des lignes. Il y a les Ligny 1815 Muséum et les premiers régiments des chasseurs de la garde impériale de Ligny. Donc, on vous remercie aussi d'intervenir et on se rend compte qu'il y a une expérience énorme au sein de la fédération et de ses membres dans le domaine de la reconstitution, évidemment. On a reçu aussi une remarque, question à travers Facebook, donc les intervenants peuvent la lire ici dans notre chat. Donc, un des problèmes de reconstitution n'est-il pas purement financier? Cela fait 22 ans que je suis dans la reconstitution historique et cela représente d'année en année un coût important. Les organisateurs ont de moins en moins de moyens pour défrayer les associations et de nombreux groupes non correctement historiques proposent de venir gratuitement, mais évidemment, tout cela est au détriment d'une qualité d'animation d'historicité des philologies en fait. Donc, on arrive à la question, donc à votre avis, vu votre expérience en tant que reconstitueur et aussi des représentants, des managers, des responsables des sites ou des villes d'organisation
qui sont chargés de faire la médiation culturelle des villes ou des sites liés à l'histoire napoléonienne, comment on pourrait travailler avec les associations et les groupes de reconstituaires afin de garantir la philologie en fait des reconstitutions, d'assurer ces rôles de médiation historique, mais c'est quelque chose, bon, c'est un point aussi qu'Antoine soulevait tout à l'heure, comment assurer aussi que certains coûts puissent être répartagés ou en tout cas comment financer en fait ces reconstitutions. Donc peut-être on peut faire un premier tour des réponses. On commence par Antoine, après Andrea et Benoît. Donc Antoine, tu as la parole. Oui, oui, la question est vraiment intéressante pour le coup, je trouve. Donc, juste pour parler du cas de Waterloo, l'an dernier, on a quand même pu avoir quelques groupes les week-ends, donc en juillet et août. Et la volonté des groupes, donc des groupes de reconstitution qui pour le coup sont très bons et sont excellents dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils représentent, a été l'an dernier de nous aider, de nous filer un coup de main et d'accepter le fait qu'on ne les défrayait pas. Du moins de manière financière, c'est-à-dire que l'été dernier, en fait, on fournissait bien sûr des toilettes mobiles, paille, foin, eau et petit-déj, mais qu'il n'y avait pas de rétribution purement financière. Bien entendu, ça implique que les associations, elles vivent sur leurs deniers propres et comme toute association, la vocation des groupes de reconstitution, c'est pas de devenir millionnaire. Donc la question se pose pour dès cette année, à savoir comment on va pouvoir faire. Faut pas se leurrer, les musées et le mémorial compris ont eu des grosses pertes depuis l'année dernière. Nous, à Waterloo, c'est 60% de visiteurs étrangers pour 40% de public local. Donc, ça veut dire que 60% de notre client cible n'est pas là depuis 1 an et demi. Pour autant, on ne peut pas non plus demander pendant des années au groupe de reconstitution de venir là et de dire pas de défraiement, c'est pas possible parce que sinon ça va pas aller. Donc le fait est que la question financière, elle se pose et c'est tout à fait vrai. S'équiper correctement, ça coûte cher. C'est un hobby qui coûte cher et dans un contexte économique qui est pas favorable et qui est pas très bon depuis 1 an et demi, la question se pose de savoir oui si on va pouvoir maintenir aussi ne serait-ce qu'à un niveau individuel, quelque chose de qualité. Alors après, ce que font certains groupes, et notamment ici en Belgique, Eleonora, tu as évoqué tout à l'heure le premier chasseur de Ligny, qui est un excellent groupe ici en Belgique. Et ce qu'ils font, et ce que moi je trouve plutôt bien, c'est que pour les nouvelles recrues, ils les équipent avec des uniformes qui sont détenus et qui appartiennent à l'association, et ça permet alors à chaque nouvel entrant de s'équiper à ses frais après petit à petit, mais donc finalement de pouvoir déjà mettre un pied dans l'association et être équipé de bonne manière pour ensuite aller plus loin et développer son chemin personnel. Alors ça, c'est pour l'infanterie. La cavalerie se rajoute encore un autre problème, c'est le problème du cheval, parce que on n'a pas tous la chance d'être propriétaire de chevaux et ça coûte très cher. Ça coûte entre 300 et 400 € le week-end pour louer un cheval quand on est là et qu'on a besoin d'une monture. Donc c'est aussi un coût qui est en partie généralement supporté par l'association, oui, mais aussi par les membres. Donc en plus de l'équipement, après pour un cavalier, il faut pouvoir assurer la location du cheval. Donc là, c'est encore un autre problème. Et peut-être que les loueurs de chevaux vont avoir la nécessité de faire attention aussi à leur prix parce que ça fait des années qu'ils les augmentent. Alors pour des bonnes raisons et qui sont louables, ça je comprends tout à fait, on est tous dans la même galère et dans le même bateau, mais peut-être qu'ils vont devoir aussi faire l'effort, eux, à leur niveau, de baisser un petit peu leur prix pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus sain, voilà, comme situation. Mais en effet, c'est une interrogation qui est intéressante. Merci, oui, c'est un véritable défi aussi pour assurer, encore une fois, la qualité et la philologie même des reconstitutions. Donc, on est un peu tous responsables de ça, dans les milieux. Donc, Andrea, tu as la parole aussi. Si tu veux répondre à la question, comme tu es vraiment impliqué en première personne, toi aussi, dans les reconstitutions. Merci.
Oui, c'est une bonne question parce que tout le monde a la même situation financière. Les paroles d'Antoine, ils sont très, très correctes. Le lieu, il va comprendre, les mairies qui va organiser cet événement, qu'il est très cher organiser un spectacle pour les personnes qu'il va voir. Et bon, la bonne question, c'est comment retrouver l'argent pour faire cet événement très important pour la question de spectacle et surtout d'histoire, parce que c'est vraiment de l'histoire qu'il va faire comprendre les personnes qui viennent à voir. Ça, c'est une chose très, très importante de comprendre parce que ce n'est pas un jeu pour les personnes qui participent, mais c'est surtout une chose pour les personnes qui vont comprendre l'histoire vraie des événements de tous les différents lieux. On va bien travailler sur ce sujet que c'est trouver l'argent pour faire cette chose et maintenir la qualité très élevée. Parce que les jeunes, ils viennent bien d'entrer dans l'association, mais quand il va regarder le compte total de l'uniforme des choses, il reste paralysé et il va faire autre chose parce que c'est très difficile, la famille, c'est pas possible d'entrer pour un jeune garçon qui va rentrer dans la reconstitution, c'est très, très difficile. Et on va travailler beaucoup sur ces sujets pour retrouver l'argent pour toutes ces associations. La finalité, il est noble parce que c'est l'histoire, c'est pour la mort de l'histoire d'Europe, de l'Italie, de la France, de tout le monde, de la Belgique, parce que nous avons beaucoup des amis à l'intérieur et nous avons tous les mêmes problèmes pour toute la reconstitution générale, hein, parce que ce n'est pas seulement pour la napoléonienne. Pour moi, le médiéval, parce que les villes qui va organiser, il va bien comprendre maintenant que organiser quelques événements historiciens dans une ville, il est une positive pour toute la ville. C'est comme ça. Merci pour Merci Andrea, oui c'est clair et je pense que on touche aussi l'autre question, tu as dit, c'est très cher pour un garçon qui veut commencer la reconstitution. Donc, il y a ces passages du témoin aussi, cet passage de génération en génération qui est aussi lié à cette question économique. Donc, Benoît, comme tu as cette expérience des médiations vis-à-vis des enfants aussi, peut-être tu peux apporter aussi quelques éléments de réponse. Merci. Concernant le tarif des costumes de reconstruction ou les costumes des enfants? En fait, je pense les deux. Donc, l'effet que la question économique pèse, donc a un poids assez important et donc ça peut être, voilà, peut avoir un impact négatif effectivement sur la transmission aussi de la passion pour la reconstitution. Alors, de toute façon, enfin, je pense déjà pour n'importe quelle passion, il y a un coût financier. Après, selon la passion, ça va être plus ou moins onéreux. C'est vrai que la reconstruction napoléonienne peut freiner énormément de personnes. Hein. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est pour ça, notamment, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés d'histoire, qui sont passionnés de plusieurs périodes, qui vont plutôt aller vers les périodes les moins chères en termes de costumes de reconstitution. Je vais prendre un cas très simple, ça va être mon cas. Moi, je voulais absolument au départ, quand j'avais 15-16 ans, faire la reconstruction napoléonienne, mais j'avais absolument pas les moyens financiers. Donc j'ai commencé par la Seconde Guerre mondiale, qui est une période que j'affectionne énormément, tout simplement parce que les costumes sont beaucoup moins chers, se trouvent beaucoup plus facilement. Donc voilà, après on essaie de hiérarchiser et quand on commence à grandir, quand on commence à travailler, là on peut économiser, on peut acheter des costumes en conséquence. Mais je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit par Andrea, comme quoi il y a beaucoup de jeunes qui vont essayer la reconstitution napoléonienne, ils vont adorer, donc on leur prête un uniforme, hein, parce que l'association généralement a des équipements de prêt, des uniformes de prêt, ils vont adorer, et quand on va leur dire, bah, écoute, tu vas pouvoir commencer par acheter ça, ou fabriquer toi-même, coudre, etc., voilà, ça en refroidit plus d'un. Après, c'est compréhensible. Donc c'est vrai que
c'est un petit peu dommage, ça va être un loisir réservé déjà à des gens soit qui ont soit des moyens ou soit qu'il faut attendre un certain âge pour pouvoir se permettre ce type de choses. Juste petite parenthèse concernant les visites costumées, puisque oui, en effet, ça a un coût. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est 12 costumes, 6 garçons, 6 filles. Pour chaque costume, sans les accessoires, on est environ à 100 € le costume. Avec les accessoires, on doit monter peut-être à 130, 140 €. Donc, vous multipliez ça par 12. Après, il faut pouvoir le rentabiliser aussi, hein, parce que c'est un investissement. Si la première année où on a lancé les visites, ça n'avait pas marché, je ne sais pas si on aurait peut-être pu continuer, mais peut-être avec moins de dates prévues, etc. Donc voilà, il y a toujours l'équilibre coût et revient, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau bénévole, hein, parce que chacun a des priorités dans la vie. Donc voilà, on ne peut pas forcément injecter beaucoup d'argent dans une passion, même si elle est aussi intéressante soit-elle et passionnante. Voilà, il y a toujours un ordre d'idée. Merci. Bon, effectivement, vous avez parlé lors de vos interventions tous de cet aspect ludique aussi, ces aspects des jeux presque, surtout pour ceux qui observent, les spectateurs. Benoît, avec ton expérience aussi des visites pour les enfants. Donc, des aspects ludiques se mélangent aussi à la reconstitution, et il y a aussi les côtés d'implication des habitants. Il y a aussi cette idée d'expérience directe, d'authenticité, de revivre l'histoire, donc l'histoire vivante. On parle pour les époques plus ancienne d'archéologie expérimentale. Donc, ça m'a rappelé aussi un autre itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, qui est la route des Phéniciens, qui travaille beaucoup avec les écoles. Donc, c'est un peu l'exercice que vous faites vous aussi pendant les reconstitutions pour transmettre cette passion de l'histoire avec cette expérience directe. Par exemple, la route des Phéniciens s'occupe aussi du chemin d'Hannibal au lac Trasimeno en Italie, donc la fameuse bataille du Trasimeno. Et là, par exemple, ça m'est venu à la mémoire quand Benoît parlait de ces donc reproduire son uniforme. Là, les enfants sont invités à reproduire l'armure exactement comme on les faisait à l'époque d'Hannibal. Donc, il y a effectivement cette expérimentation. Et là, par exemple, on a eu les cas de certains enfants qui sont passionnés à la langue latine grâce à cette reconstitution. Donc, une question qu'on va vous poser, c'est: est-ce que dans votre expérience, vous avez suivi ou assisté à un déclenchement de la passion vers l'histoire auprès des plus jeunes, donc des enfants, des ados, grâce à l'action des reconstituants et des reconstitueurs des associations desquelles vous faites partie? On peut commencer avec Antoine et après Andrea et Benoît. Excuse-moi, Eleonora, j'ai pas très bien compris ta question, ça a coupé chez moi. En fait, est-ce que tu as des exemples, tu as pu assister au début d'une grande passion vers l'histoire auprès des plus jeunes, en fait, grâce aux reconstitutions? Oui, ça, bien sûr. Bah, il y a plusieurs exemples à plusieurs niveaux. Je dirais que déjà, l'an dernier à Waterloo, en 2019, pour les 250 ans, donc pour l'anniversaire de Napoléon, on avait organisé un petit week-end avec certains régiments, et on avait eu le plaisir d'avoir un petit gamin qui avait, je pense, 6-7 ans, qui était en uniforme de Napoléon et qui s'est pointé avec ses parents en uniforme de Napoléon. Et ce qui était absolument incroyable, parce que moi je trouve absolument incroyable, c'est qu'il s'est pas du tout démonté devant les régiments, quoi. Il a joué le rôle de Napoléon devant les soldats qu'il y avait là. C'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment extraordinaire. Non, je pense qu'on va assister à un problème de renouvellement générationnel, pas tellement par manque de passion, quoique ça pourrait se discuter, mais comme l'a très bien dit Andrea, plutôt par aussi manque de moyens financiers. On en revient toujours à la même question, mais c'est vrai que lorsque vous voulez intégrer un régiment Premier Empire, bah, vous n'en
avait pour très très cher. Et Benoît le disait très justement, quand on fait la reconstitution de Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y a moyen de s'en tirer avec un budget beaucoup moins important. Et donc de fait, la balance entre les deux, des fois, bascule du côté de la Seconde Guerre mondiale, d'autant qu'en Belgique, Waterloo est concurrencé entre guillemets par Bastogne, qui est donc là pour le coup de la reconstitution de la Seconde Guerre mondiale. Et on assiste aussi à beaucoup de transferts en ce moment de gens qui étaient auparavant dans le Premier Empire et qui basculent dans la Seconde Guerre mondiale, quoi. Voilà. C'est ça. Merci. Alors, Andrea, si tu veux répondre. Écoute, Oui. C'est vrai, nous avons beaucoup d'expérience avec les jeunes générations qui vont entrer. Moi-même, maintenant je suis général de division et moi j'ai encore tous les uniformes d'un soldat et je prête beaucoup de fois à personnes qui vont entrer parce que c'est beaucoup différent de regarder un événement historique et entrer à l'intérieur des rangs. Et quand tu entres à l'intérieur des rangs, c'est toi dans le cœur ces choses, tu restes. Et c'est très difficile de faire comprendre à les jeunes cette chose. Quand tu vas faire ça, les personnes ils sont intrapolées à l'intérieur. Ça, c'est une chose particulière que j'ai expérimenté beaucoup. Et beaucoup de gens, comme dit, c'est difficile de faire entrer les nouveaux. Et ça, c'est vraiment une chose importante de continuer cette histoire parce que c'est très, très, très dans l'histoire personnelle. Parce que moi, comme j'ai vu la première fois une reconstitution, je ne connais rien de l'histoire napoléonienne et j'ai regardé, j'ai resté prisonnier de ces choses pour 25, 26 ans que j'ai fait ça. Merci à tous. Hein. Merci Andrea. Donc on conclut avec Benoît. Donc j'imagine que tu as voilà, tu as une expérience très très forte depuis quelques années, surtout avec les plus jeunes. Tu auras certainement des anecdotes à nous raconter concernant cette passion qui se déclenche pour l'histoire grâce à tes visites posthumées. Alors, c'est vrai que la passion, en effet, peut être déclenchée, comme vous disiez, en voyant une reconstitution, en voyant des personnes en costume, etc. À titre personnel, moi, c'est plutôt des passions déjà naissantes qui vont être confirmées grâce au costume. Je vais prendre un exemple très concret qui m'est arrivé, je crois que c'était l'été dernier. J'avais un petit garçon en visite qui était très content d'être là, très content d'être en uniforme. Toute la visite se passe, c'est ça qu'il ne parlait pas beaucoup. Généralement, les enfants parlent beaucoup avec moi, vu que je suis en costume, voilà, il y a beaucoup plus de liens. Et à la fin de la visite, lui, accompagné de ses parents, commence à nous dire d'où ils viennent, et ils venaient de Colpo. Colpo, c'est une ville à 30 km de Pontivy, qui a été fondée non pas par Napoléon Ier, mais par une nièce de Napoléon Ier, qui est également cousine de Napoléon III, c'est la princesse Elisa Napoleon Bacchiotti. Et depuis quelques années, ils ont remis en valeur cette histoire napoléonienne qui était un petit peu occultée là-bas. Ils ont mis un buste de Napoléon III, un buste de la princesse, ils ont fait une fête napoléonienne, ils ont même mis un aigle impérial à l'entrée de la ville, etc., un parcours d'interprétation, enfin vraiment beaucoup de choses en quelques années. Et eux, ce qu'ils me disaient, les parents, c'est qu'ils sont très fiers maintenant de cette identité napoléonienne de la ville, même si c'est quelqu'un de la famille et pas Napoléon Ier ou Napoléon III directement. Et ce petit garçon, donc lui, en partie grâce à cette histoire napoléonienne, il avait commencé à s'intéresser avec Napoléon et de participer à cette visite costumée, ça ne faisait que le renforcer finalement. Et il était tout fier de me dire, bah oui, moi je regarde tous les documentaires sur Napoléon, j'avais demandé à papa et maman de m'emmener aux reconstitutions, voir un petit peu justement que ce soit les soldats, les vivandières, les bivouacs, etc. Et donc là, il était tout fier d'être en costume parce qu'il a vu des adultes être en costume, en uniforme, lors des reconstitutions. Et là, c'était, on va dire, le préambule, justement. Il portait pour la première fois un vrai costume, mais quelque chose qui s'y rapproche. Donc voilà, il était vraiment fier et ça ne faisait que le conforter dans sa passion.
Merci. Donc, on va clôturer ce premier webinaire. On a une autre question en ligne qui concerne, encore une fois, l'aspect, l'approche plus scientifique qui peut renforcer une historicité souvent malmenée par certains reconstitueurs et groupes. Donc, peut-être on dit que cette approche plus scientifique devrait être une stratégie pour le futur et l'avenir de la reconstitution napoléonienne. Je pense que c'est une question sur laquelle on pourra travailler encore ensemble parce que le rôle des reconstitutions est effectivement au cœur des préoccupations et des activités aussi des membres de la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Donc, j'invite nos intervenants et aussi les autres membres de la Fédération à réfléchir aussi dans le mois et les années à venir sur quel est le rôle aussi de la Fédération sur ces aspects de reconstitution, sur les activités de reconstitution, comment aborder les différents soucis aussi desquels on a discuté et aussi comment travailler ensemble afin de créer des échanges aussi au niveau européen qui sont déjà là, mais sur lesquels peut-être la Fédération peut jouer un rôle fédérateur. Je vous remercie aussi au nom de notre président, Charles Bonaparte, qui a dû nous quitter. Et je vous donne rendez-vous pour demain matin, 10h30, pour cette interview parallèle à Charles Bonaparte et Jacques-Olivier Boudon sur la thématique de l'héritage napoléonien entre consensus et dissonance. Je vous remercie encore et bonne journée.